Alors l'innovation, mais pourquoi faire? C'est Franck Agéry, donc professeur à Mines Paris PSL, qui va donc maintenant intervenir. Bonjour à tous. Merci. Je tenais à remercier les organisateurs de cette invitation. Et donc, je vais vous parler d'un ouvrage que je viens d'écrire, qui est paru donc fin mars. Alors, il y avait une photo, donc j'ai amené le livre avec moi, qui s'appelle donc L'innovation, mais pourquoi faire? Essai sur un mythe économique, social et managérial. Et évidemment, je vais centrer ma présentation pas sur l'ensemble du livre, mais sur les questions qui ont un lien avec la transition écologique et la crise écologique. Alors, le point de départ, je dirais, c'est l'énigme de départ qui est à l'origine de ce livre. C'est finalement l'innovation, ce qui m'a beaucoup frappé, est devenu une sorte de nouvelle religion moderne. C'est une notion qu'on trouve absolument partout, qui est valorisée non seulement par les acteurs privés, mais également publics. Et ça, on le repère aux épithètes qui sont accolées au mot innovation. Donc on parle non seulement d'innovation technologique, mais d'innovation publique, d'innovation sociale, d'innovation verte, d'innovation pédagogique, d'innovation financière, d'innovation managériale. Donc, y compris d'ailleurs les adversaires de l'innovation technologique utilisent souvent le terme d'innovation pour parler d'innovation sociale. Donc c'est une notion qui est devenue une sorte de croyance collective, l'idée que c'est la promesse de progrès au sens large, qu'il soit économique, sociaux ou écologique. Alors le point qui est frappant également, et c'était l'objet de mon introduction, c'est que l'innovation est partout, mais elle est impensée dans ses fondements et ses conséquences. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est devenu une culture. Parce qu'une culture, c'est une croyance qui est tenue pour acquise. Alors, cette culture se traduit par une injonction. Et l'exergue de mon livre, c'est notamment un discours du président de la République au salon Vivatech en 2017, où il explique qu'effectivement, il faut non seulement innover de plus en plus, mais que c'est un impératif qui s'impose à tous. Alors, d'une certaine manière, la thèse que je défends, c'est que l'innovation a remplacé l'idée de progrès. Et c'est une notion qui est une figure dépolitisée, au sens où, contrairement au progrès qui était impulsé par une élite éclairée, l'innovation vient du bas. C'est l'initiative d'entrepreneurs. Et donc, c'est quelque chose qui a plutôt une connotation positive. Donc, c'est associé à une conception de l'individu et comme entrepreneur de soi. C'est pour ça que c'est un mythe qui est à la fois économique, parce que c'est la promesse, la condition de la croissance économique, social, parce que c'est associé à une promesse d'émancipation des individus, et puis managérial, parce qu'on explique que les entreprises, si elles innovent beaucoup, vont être plus compétitives et plus prospères. Alors le problème, c'est qu'on observe des effets ambivalents de l'innovation, c'est-à-dire qu'elle a évidemment contribué à accélérer la croissance économique, mais dans le même temps, ce qu'on observe, c'est une stagnation d'un certain nombre d'indicateurs, par exemple l'indice de développement humain qui stagne depuis les années 70. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de contradiction entre la croissance économique et d'autres critères, notamment environnementaux. Donc l'objet du livre, c'est de questionner finalement le sens de l'innovation, c'est essayer d'identifier qu'elle peut avoir des effets indésirables et s'interroger donc sur les conditions dans lesquelles elle participe à la construction d'un monde plus soutenable. Et là, on rejoint évidemment les objectifs de l'Institut TTI.5. Alors, je vais vous présenter un graphique qui illustre le problème aujourd'hui des innovations à l'épreuve de la crise écologique. Vous avez à l'écran 3 courbes. Donc vous avez une courbe, alors je vais voir si ça fonctionne, voilà. Donc vous avez une courbe verte qui est le PIB, depuis 1970. La base c'est 1
en 1990. Vous avez les émissions de CO2. Alors vous voyez qu'il y a un découplage relatif. Alors évidemment, ça ne suffit pas parce qu'il faudrait qu'elles diminuent en valeur absolue. Mais enfin, il y a un découplage relatif qui est lié au développement des énergies renouvelables, du nucléaire. En revanche, vous voyez qu'il y a une courbe rouge qui est l'empreinte matérielle, c'est-à-dire l'ensemble des ressources, notamment non renouvelables, qui sont nécessaires à l'activité économique. Et là, il n'y a absolument aucun découplage. Alors on dit, alors ce n'est pas un constat nouveau, hein, puisque c'était notamment celui du rapport Meadows en 1972, mais on voit qu'il y a un problème de soutenabilité, notamment du point de vue de la consommation des ressources renouvelables et non renouvelables. Alors comment expliquer ce paradoxe ? Ça, c'est tiré en fait d'un rapport de l'Agence environnementale européenne de 2021. Alors ce paradoxe, il s'explique par en fait le logiciel, on va dire, le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui, dont nous sommes prisonniers, et qui est activement promu par la plupart des pays, qui est l'idée d'une croissance verte fondée sur l'innovation technologique et qui illustre par exemple ce livre d'économistes, notamment Philippe Aghion. Alors quel est le postulat en fait de la croissance verte par l'innovation technologique? C'est que d'abord il faut mettre en place les bonnes incitations, les politiques publiques. Alors ça pose un problème, c'est qu'il y a un problème logique, c'est d'où vient la crise écologique. En fait, elle vient de l'adoption à grande échelle d'innovations passées. Donc là, on nous promet que les innovations dans le futur vont produire des effets bénéfiques, mais malheureusement, la crise écologique, c'est bien le résultat de diffusion massive d'innovations passées. Alors, ces innovations, on les connaît, voitures thermiques, agriculture intensive, énergie carbonée. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui garantit que les innovations dites vertes, hein, je mets des guillemets, n'auront pas de conséquences négatives dans le futur? Alors si on regarde d'un peu plus près, et ça a été notamment développé dans les exposés de ce matin des élèves sur les controverses, c'est que lorsqu'on regarde le problème de façon globale, c'est-à-dire sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'une infrastructure, et aussi en prenant en compte des effets d'échelle, on observe en fait des transferts de pollution et une empreinte matérielle forte. Alors ça, les transferts de pollution, c'est visible à ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Et si on prend quelques grandes technologies, hein, on a parlé des éoliennes ce matin ou de la voiture électrique, ce sont des innovations qui certes n'émettent pas de CO2 à l'usage, mais en revanche, il y a bien des émissions de CO2 qui sont liées à l'extraction des matières, à leur transformation, à la production. Et puis, surtout, elles consomment massivement des métaux, des ressources, et en particulier des métaux critiques. Et là aussi, on l'a vu ce matin. Donc, on voit bien que ces innovations ne résolvent pas tous les problèmes écologiques. En fait, elles les déplacent. On résout certains problèmes et on en crée de nouveaux. Et là, en particulier, sur les métaux critiques, il y a non seulement des problèmes de disponibilité, mais il y a aussi des problèmes de dépendance géostratégique à l'égard de pays à risque. Comme vous le savez, par exemple, pour le cobalt, plus de 75% est produit en République démocratique du Congo. Quant aux terres rares, c'est 95% qui sont produites en Chine. Alors, deuxième angle mort de l'innovation technologique, c'est la question de la transition énergétique qui a été évoquée ce matin. Alors, il y a une thèse d'un historien, Jean-Baptiste Fresseuse, que vous connaissez peut-être, qui explique, chiffre à l'appui, qu'il n'y a pas de transition énergétique, qu'il n'y en a jamais eu, c'est qu'il y a des additions énergétiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais consommé autant de bois, de pétrole, de charbon qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de substitution d'un type d'énergie par un autre. Et il explique qu'en fait, la question de la transition, c'est surtout un problème de perspective, c'est-à-dire qu'on n'a pas les bonnes lunettes, d'une certaine manière, et il propose de s'intéresser non pas à la demande finale d'énergie, mais à ce qu'il appelle les symbioses énergétiques. Alors là, vous avez deux illustrations, c'est que au moment de la révolution industrielle, donc on a développé la production de charbon, et pour l'extraction minière, on avait besoin d'énormément de bois dans les mines, voilà, pour
le fonctionnement des mines, ou pour les chemins de fer, on avait besoin de bois pour les traverses, pour la fabrication des ponts. Il y a même des travaux qui montrent qu'on a déforesté 10% des forêts aux États-Unis pour la fabrication des chemins de fer. Donc, ça, c'est un point, évidemment, qui est extrêmement problématique. Troisième angle mort, c'est l'impensé de la sobriété. C'est-à-dire que, en fait, l'approche centrée sur les technologies nous fait penser que les technologies vont nous sauver et qu'on peut conserver nos modes de vie et nos modes de consommation. Donc, qu'on pourra continuer à avoir des besoins croissants qu'on pourra satisfaire. Alors, ce qui est assez, je dirais, piquant, c'est que cette idée de croissance continue des besoins qu'on observe notamment depuis tout au cours du XXe siècle, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, contredit la prédiction de Schumpeter, vous savez, qui était cet économiste qui avait théorisé l'innovation parce qu'il pensait qu'il y aurait une saturation progressive des besoins parce qu'à un moment donné, on aurait satisfait nos besoins. Il n'avait pas du tout anticipé qu'avec les services marketing, le développement du design, toute une série de professions, on allait fabriquer de façon continue de nouveaux besoins et créer cette soif insatiable de consommation. Alors, cette croissance des besoins, elle est à la fois alimentée par l'innovation intensive, quand on conçoit et on met sur le marché, par exemple, des smartphones à un rythme accéléré, ça suscite des besoins. Et puis, en sens inverse, cette consommation suscite de l'innovation. Enfin, dernier angle mort, c'est ce qu'on appelle le biais pro-innovation. Alors ça, c'est une formule qu'utilisait le sociologue Everett Rogers en 1962, c'est-à-dire qu'on met systématiquement en avant les bénéfices de l'innovation, mais on ne discute jamais ses conséquences négatives éventuelles. Alors je prends un petit exemple historique, c'est les bienfaits des fumées des voitures comme insecticides. Donc des chimistes, alors ça c'est... J'ai trouvé cette source dans un livre. Un chimiste expliquait qu'au moment de l'introduction de la voiture thermique, c'était un bienfait pour la santé des individus et la propreté des villes parce que la voiture était, à n'en pas douter, un puissant insecticide et que ça permet de remplacer notamment les chevaux et donc le crottin qui produisait des nuisances très importantes pour les habitants. Donc on voit que chaque fois qu'on introduit une innovation, on présente toujours des bénéfices et jamais les effets négatifs. Alors, je ne vais pas tout traiter, évidemment, dans ma présentation, mais en gros, j'ai plusieurs axes. C'est notamment pour comment cette notion, qui finalement est une notion d'usage plutôt récent, est devenue une culture. Quels sont les imaginaires qui sont associés à l'innovation et comment ils nous ont changé au fil du temps. Et puis, quels sont les effets indésirables des innovations et pourquoi sont-ils si difficiles à anticiper? Et puis, je termine quand même sur une note positive, et c'est ça que je voudrais développer, c'est comment innover autrement pour une société véritablement durable. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est le plan du livre, si vous voulez creuser, donc il y a 3 parties. La formation de la culture de l'innovation, je ne développe pas. Le point qui est important, que je voudrais vous indiquer, c'est pourquoi rendre visibles les effets, rendre visibles les effets négatifs des innovations technologiques. Pourquoi est-ce si difficile, en fait? Et pour ça, en fait, il faut revenir à un point qui est central, c'est la question de la normalisation et de la réglementation. C'est-à-dire comment, au fond, on cadre la commercialisation, l'acceptation sociale des innovations. Donc, comment les innovations sont qualifiées avant leur mise sur le marché. Donc ça pose la question de la visibilité. Alors, la norme technique et la réglementation, en fait, elle est centrée donc, sur des protocoles normalisés où on va essayer donc, de mesurer un certain nombre d'émissions, par exemple d'émissions atmosphériques ou d'émissions de CO2. Le problème de ces protocoles, c'est qu'ils sont systématiquement en retard par rapport aux nouvelles innovations.
Typiquement, vous avez le Dieselgate. On s'est rendu compte que les industriels avaient contourné les normes et donc on fait évoluer les normes. Mais les normes sont toujours en retard par rapport aux innovations. Or, les nouvelles innovations, on les évalue avec les anciens protocoles. Donc là, il y a un problème logique. Le deuxième aspect, c'est en fait le raisonnement, les limites du raisonnement incrémental. C'est-à-dire que les innovations sont mesurées à l'échelle d'un produit ou d'une technologie. Et on ne discute jamais les effets d'échelle. Vous voyez, quelques milliers de voitures électriques dans une ville, c'est formidable. Parce que vous n'avez pas de pollution atmosphérique, vous avez moins d'émissions de CO2. Maintenant, si on remplace l'ensemble du parc automobile mondial qui s'élève à 1,4 milliard de voitures par des voitures électriques, on aura certainement des problèmes d'approvisionnement en métaux critiques, les fameux transferts de pollution dont je parlais. Et puis par ailleurs, si ce parc continue à croître, comme par le passé, ça va contribuer à l'artificialisation des sols, à l'étalement urbain, à toute une série de problèmes qui sont bien connus. Bon, donc ça, je ne rentre pas dans les détails. Un des aspects, ça c'est une citation que je développe dans mon livre, que je trouvais assez amusante parce que c'est un discours qu'a prononcé Carlos Tavares, qui était à l'époque PDG de PSA au Salon de Francfort en 2017, et que je trouve qu'il exprime bien le problème de l'innovation responsable. Alors, à cette époque-là, il était très énervé parce qu'il y avait eu le Dieselgate et 70% de ses immatriculations étaient des véhicules diesel. Et on lui disait, il faut maintenant aller très vite vers l'électrification. Et donc, il tient ce discours, je trouve très intéressant, je propose de le lire très vite, qui traite de la mobilité propre dans sa globalité. Comment est-ce que nous allons produire plus d'énergie électrique propre? Comment faire pour que l'empreinte carbone de fabrication d'une batterie du véhicule électrique ne soit pas un désastre écologique? Comment faire en sorte que le recyclage d'une batterie ne soit pas un désastre écologique? Comment trouver suffisamment de matières premières rares pour faire les cellules et les chimies des batteries dans la durée, qui aujourd'hui est en train de se poser la question de manière suffisamment large d'un point de vue sociétal pour tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce discours d'un industriel, c'est qu'il pose la question de façon globale et non pas incrémentale, produit par produit. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'il a fait ensuite, une fois qu'il a développé des voitures électriques, mais je ferme la parenthèse. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu à changer de référentiel, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble du cycle de vie pour éviter les transferts de pollution. On a vu tout à l'heure l'illustration avec Luc Terlink, il nous a bien parlé, il faut prendre en compte l'ensemble du cycle de vie, prendre en compte les effets d'échelle, sortir du raisonnement incrémental, c'est-à-dire identifier les effets systémiques qui sont associés aux innovations. Et puis également prendre en compte les impacts sociaux dans les chaînes globales de valeur, et ça a été souligné, c'est-à-dire que avec la globalisation, aujourd'hui, les donneurs d'ordre n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe au bout de la chaîne, et ça c'est un vrai problème, évidemment, en termes de soutenabilité du modèle. Alors la question, et là j'en termine, c'est la troisième partie, c'est est-ce qu'on peut... Évidemment, la question, vous me direz, peut-on arrêter d'innover? La réponse est non, parce que cela reviendrait à maintenir le statu quo, et on sait bien que le modèle économique actuel est incompatible avec les limites planétaires. Donc, il faut bien innover. Alors, probablement plus lentement, moins vite, mais surtout différemment. Et donc, c'est cet aspect que je traite dans la troisième partie de mon livre. Alors, comment innover autrement? Et donc, j'explore deux axes. Le premier, c'est la responsabilisation des acteurs de l'innovation sur les conséquences à long terme de leurs actions. Et le deuxième axe, c'est l'exploration d'innovations sobres qui visent un changement des modes de vie, de consommation et de production, mais également ce qu'on pourrait dire des cadres cognitifs, c'est-à-dire des indicateurs sur lesquels les acteurs sont évalués. Alors, la question de la responsabilisation de l'innovation, je m'appuie sur un philosophe qui est bien connu parce qu'il a beaucoup inspiré notamment le concept de développement durable. C'est Hans Jonas qui avait écrit en 1979 donc, le principe responsabilité qui explique avec la puissance technologique, la puissance d'agir des nouvelles technologies, on peut
ces technologies menacent non seulement la planète, mais éventuellement la survie même de l'espèce humaine. Et donc, il y a une responsabilité qui doit être orientée vers le futur. Et la question de l'innovation, ce n'est pas la responsabilité rétrospective, c'est bien la responsabilité projective. Alors ça, c'est un point qui est absolument central parce que tous les dispositifs de responsabilisation, enfin disons la grande majorité, sont rétrospectifs. Songez au principe pollueur-payeur. On attend qu'il y ait un dommage pour chercher des responsables. Mais c'est déjà trop tard. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez des millions de voitures diesel et que vous avez observé qu'il y a des impacts, c'est très difficile de faire machine arrière. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dispositif de responsabilisation projective? Alors, il y a toute une série de dispositifs que je passe en revue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, vous avez un dispositif qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs, qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on demande aux producteurs de prendre en compte, d'anticiper, de gérer notamment les déchets en fin de vie. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire de la prévention, de l'éco-conception, de développer le réemploi, le reconditionnement, l'économie de fonctionnalité. Donc on pourrait orienter ce dispositif vers une responsabilité projective. Il y a un deuxième exemple, c'est changer les règles comptables. Donc il y a notamment des expérimentations pour introduire dans la comptabilité financière, en fait, la préservation de capitaux naturels et humains qui seraient valorisés dans la comptabilité financière. C'est-à-dire qu'on considérerait que les acteurs économiques ont une dette à l'égard de la nature et à l'égard des collaborateurs et qu'ils doivent préserver ce capital par des investissements qui seraient visibilisés dans la comptabilité. Et puis, autre innovation, c'est ce qu'on appelle des enjeux de gouvernance, l'innovation responsable et démocratique, c'est-à-dire de demander aux innovateurs aussi d'associer une série de parties prenantes pour anticiper les conséquences de l'innovation, pour faire preuve de réflexivité, donc pour associer ces parties prenantes au projet d'innovation, et puis pour répondre à leurs demandes. Et enfin, on peut imaginer également, et c'est ce qui se passe, des transformations progressives du droit. Ça peut être de protéger les communs mondiaux, donc des ressources par exemple naturelles. Il y a toute une série d'innovations juridiques qui sont réalisées dans différentes parties du monde à ce sujet, ou responsabiliser les entreprises, comme c'est le cas avec la transformation du droit des sociétés, vous savez, dans le cadre de la loi Pacte, avec le développement par exemple, des sociétés à mission. Alors, dernier point, la voie de la sobriété. Très clairement, donc si vous avez suivi mon raisonnement, on est à la fin de la société d'abondance, cette idée d'une société fondée sur une exploitation sans limite des ressources. Donc la question, c'est qu'est-ce que la sobriété? Alors la sobriété, si on s'en tient à un certain nombre d'auteurs, je pense notamment, j'ai une collègue Valérie Guillard qui travaille sur le sujet, c'est modérer sa consommation. Et donc la sobriété, ce n'est pas simplement énergétique, c'est beaucoup plus large. On parle aujourd'hui, il y a des problèmes de gestion des ressources en eau, mais c'est également la sobriété matérielle. Donc il faut voir ça comme quelque chose de beaucoup plus, dans un cadre beaucoup plus large de transformation des modes de vie. Alors, le point qui est important, c'est que dans la sobriété, ce n'est pas simplement des démarches volontaires, c'est-à-dire qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre du volontaire, donc de l'initiative individuelle, de démarches plus collectives, voire contraintes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sobriété collective? C'est, imaginons que vous vouliez faire du vélo, il faut qu'il y ait des pistes cyclables. Donc, il faut bien qu'il y ait des investissements publics pour vous permettre, en tant qu'individu, de changer vos modes de vie et vos types de consommation. Et puis, si ça ne va pas suffisamment vite, on peut imaginer des formes de contraintes, des quotas, des je ne sais quoi, qui sont mises en place par les pouvoirs publics s'il y a vraiment une crise sur certains types de ressources. Alors ça, évidemment, la sobriété a souvent mauvaise presse parce qu'elle était associée traditionnellement à la décroissance. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer du fait des crises, mais aussi parce que des entreprises, des acteurs économiques se saisissent de cette question, ont compris les enjeux. Je pense qu'on a vu un exemple tout à l'heure avec Decathlon,
où on essaie de découpler la génération de richesse de l'empreinte environnementale. Et donc la question, c'est quelles sont ces innovations face aux enjeux de sobriété? Alors, la première, alors ça a été évoqué, alors je le reprends parce que c'est un thème que je développe dans le livre. Il se trouve que, voilà, on a travaillé en parallèle. C'est une des pistes, c'est d'allonger la durée de vie des produits et des infrastructures, ce qu'on pourrait appeler la durabilité programmée, qui est le contraire de l'obsolescence programmée. Alors si on fait ça, et ça a été très bien démontré par Luc tout à l'heure, on peut développer des services. Et alors, comment on fait pour faire de la durabilité programmée? C'est notamment en faisant de l'éco-conception. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Donc l'éco-conception, ce n'est pas avoir un recours systématique au high-tech. Hein. C'est au contraire plutôt de chercher des principes de simplicité, de robustesse, de modularité. Et si on fait appel au high-tech, c'est au service de besoins essentiels. C'est par exemple d'avoir des objets connectés pour faire de la maintenance préventive ou prédictive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le discernement technologique. Alors ça suppose aussi de réhabiliter les savoirs qui sont associés à la sobriété, c'est-à-dire que les individus puissent se réapproprier un certain nombre de connaissances sur comment on maintient des objets, comment on les répare, etc. Et ça suppose aussi des conditions institutionnelles. Alors il y a quelques exemples, il y en a relativement peu, mais en France on a un exemple intéressant, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui a introduit toute une série de dispositions qui vont plutôt dans le sens de la sobriété. Alors lorsque toutes ces conditions sont remplies, on peut imaginer de nouveaux modèles d'affaires qui sont fondés sur une durabilité programmée, et donc on peut développer des services, comme ça a été montré, de maintenance, de réparation, de reconditionnement, faire de l'économie de fonctionnalité, voire du partage, qui sont générateurs de revenus et d'emplois. Alors pour terminer, j'en arrive à la fin, ça ce sont quelques exemples donc on a parlé d'économie de fonctionnalité. Vous avez l'exemple, il y a des entreprises qui le font. Alors c'est notamment très développé dans le B2B. Donc là c'est l'exemple de Signify, qui est l'ancien Philips Lighting, qui vend de l'usage d'éclairage, la performance d'éclairage plutôt que des ampoules. Et puis vous avez l'exemple de Fnac Darty, qui propose des abonnements de réparation qui permettent d'allonger la durée de vie des produits et surtout pour l'entreprise de générer des revenus à partir des services plutôt que de la vente de produits. Donc aujourd'hui, ils en sont quand même à 1 million d'abonnements vendus en France, hein, ce qui est assez considérable. Et ils ont un objectif que les services représentent 1/3 de leur chiffre d'affaires en 2025. Donc ils ne sont plus du tout dans une logique de croissance des volumes. Là, vous avez tout ce qui est le développement du reconditionné, hein, c'est l'exemple de Back Market, ou là, c'est l'exemple de Seb, hein, qui, s'appuyant sur une disposition de la loi AGEC, qui est l'indice de réparabilité, propose en fait des forfaits de réparation pour ces produits avec des engagements. Donc on voit qu'il y a des entreprises, éventuellement même de grande taille, hein, qui s'engagent dans ce type de logique. Et comme ça a été très bien dit, en fait, ces logiques sont compatibles avec des produits de qualité. C'est-à-dire que ça pousse plutôt les entreprises à chercher des produits de plus grande qualité. Voilà, et ça c'est mon dernier slide. C'est pour innover autrement, il faut changer donc nos façons de penser et de voir. Et donc ça veut dire sortir de la culture de la croissance fondée sur l'innovation intensive et changer nos indicateurs. Donc on voit bien que ça se joue au niveau macroéconomique. Le PIB est certainement pas... pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Le PIB n'est certainement pas le bon indicateur parce qu'il pousse à toujours plus de croissance, et notamment de croissance matérielle. C'est changer les indicateurs de performance des entreprises parce que lorsqu'on a des exigences de rendement de 15% de rentabilité, ça élimine en fait tous les projets de long terme et ça suppose aussi de rompre avec la logique des coûts les plus bas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Franck. Alors il est maintenant temps de passer aux questions dans la salle.
Merci pour cette synthèse, David Bourguignon. J'ai une remarque concernant la citation de M. Tavares, parce que je trouve qu'elle est parfaitement illustrative du problème que nous rencontrons. Il a beau jeu de critiquer la voiture électrique. Bon, je pense qu'il y a des publications scientifiques très sérieuses qui ont été publiées depuis 2017, donc je ne suis pas sûr que ce soit aussi clair la différence. Mais le problème de fond pour moi, c'est que M. Tavares est aussi l'artisan du développement ce qu'on appelle les 4x4, les SUV dans ces gammes chez Stellantis, qui sont des véhicules extrêmement polluants par leur nature de poids, etc. Et qu'en fait, la solution qu'il n'évoque jamais et qui est pourtant la bonne peut-être pour l'industrie automobile, c'est soit la location, donc moins de véhicules par personne, soit la disparition pure et simple des voitures 4 places. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il ne mentionne jamais. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a, comme toutes les ACV, une manière très biaisée de présenter les problèmes par les acteurs économiques, qui peuvent faire croire qu'on pense correctement le problème, alors qu'en fait on ne le pense pas du tout correctement, parce qu'il faut décaler complètement le regard. Alors je suis complètement d'accord avec vous. En fait, cette citation, je l'utilisais de façon complètement ironique. C'est-à-dire que Carlos Tavares a dit quelque chose de très juste en 2017 sous le coup de la colère, parce qu'il entrevoyait la disparition des diesels, et donc il avait un a priori négatif contre l'électrification, mais aujourd'hui il ne tiendrait certainement pas ce discours, parce qu'il fait exactement le contraire. Il fait ce que vous dites, il fait des SUV, des grosses voitures, etc. Et effectivement, là, aujourd'hui, les enjeux pour l'automobile, c'est de faire des voitures plus petites, de développer des solutions de mobilité, de faire du reconditionnement, c'est-à-dire de transformer éventuellement des voitures thermiques en voitures électriques, de faire du partage, etc. Et puis de réduire la place de la voiture. Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a des constructeurs qui sont un peu plus avancés dans cette direction. Par exemple, Renault a des stratégies un peu plus intéressantes, notamment autour de la refactory et des services de mobilité, parce qu'ils se sont rendus compte que dans la stratégie des SUV et des voitures électriques, le marché s'était effondré. Donc ils font des marges, mais ils vendent beaucoup moins de voitures parce qu'elles sont tout simplement inaccessibles à la très grande majorité de la population. Alors une autre question de la salle. Alors j'ai moi-même une question, Franck, sur la transparence. Donc on a vu quelques exemples là de propositions de services. On se rend compte que pour certains équipements, on a la possibilité de trouver assez facilement sur Internet, alors non pas le mode d'emploi de l'équipement, mais plutôt le plan pour pouvoir effectivement le démonter, éventuellement avoir les références des pièces pour pouvoir commander soi-même ces pièces et le changer soi-même. Donc ça c'est pour quelques équipements, et puis la majeure partie finalement des systèmes qu'on peut utiliser, il faut faire confiance à ces services. Alors comment ces entreprises cherchent à se positionner? Est-ce qu'il y a un choix aussi d'aller vers plus de transparence? On a parfois un peu de mal à faire confiance en tant qu'utilisateur. On voit que ça a beaucoup d'engouement, mais comment tout ça va pouvoir évoluer pour donner plus de liberté, on va dire, aux utilisateurs? Alors c'est une très bonne question, parce qu'effectivement les consommateurs ont bonne raison de ne pas avoir confiance, parce que d'ailleurs par exemple Apple avait été condamné pour obsolescence programmée, parce qu'il y a dans la loi française il y a la possibilité de poursuivre des entreprises pour obsolescence programmée. Alors c'est très difficile à faire la démonstration d'une obsolescence programmée. Bon, Apple avait été condamné parce que notamment vous savez, ils ont ce système totalement intégré où dès qu'on achète une nouvelle version, il faut changer toute la connectique qui va avec. Enfin, donc il y a une sorte on est prisonnier du système en question. Alors la loi AGEC, qui va être d'ailleurs étendue au niveau européen, vise justement à rendre plus transparent un certain nombre de choses. C'est-à-dire que d'abord, elle oblige les producteurs à avoir des pièces détachées disponibles, à donner les informations sur la conception, la réparation, la maintenance des produits. Donc voilà, il y a toute une série de dispositions, mais qui sont des dispositions légales, parce que les entreprises ne le font pas spontanément, qui doivent être mises en œuvre pour permettre aux consommateurs, aux individus, de reprendre la main
sur leurs produits, d'être capable de réparer ou de faire réparer de façon collaborative. Donc il y a des tas de plateformes où vous pouvez utiliser des services divers pour vous aider à prolonger la durée de vie. Et ça, je trouve que c'est une très bonne démarche. Mais le point qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les entreprises ne sont pas opposées à la réglementation. Alors tout à l'heure, je citais Fnac Darty. En fait, ils se sont coalisés avec l'association, l'ONG Halte à l'obsolescence programmée, que vous connaissez sûrement, l'association HOP, pour faire pression sur les pouvoirs publics pour mettre à l'agenda l'indice de réparabilité. Et en fait, c'est suite à la création de cet indice de réparabilité qu'ils ont proposé des abonnements de réparation. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils ont un actif unique que n'ont pas les concurrents, c'est qu'ils ont un réseau de 2500 réparateurs sur le territoire, parce qu'ils ont un service après-vente très ancien, ils ont une école de formation des réparateurs. Et ils se sont dit, si on vend des produits, si notre logique c'est vendre toujours plus de produits, Amazon sera nécessairement moins cher, donc à terme, de toute façon, on disparaîtra. Donc la seule solution de survie, c'est de proposer des services et de fidéliser les clients sur une qualité de service. Voilà, donc on voit bien que la réglementation, l'action publique, c'est souvent un levier en fait pour les entreprises pour développer des modèles un peu en rupture par rapport à la logique dominante. Très bien. Oui. Oui, merci. Carole Le Gall, vous avez présenté le titre de votre ouvrage, L'innovation, pourquoi faire? Et puis en introduction, vous avez fait le lien avec le sujet du progrès, et notamment du progrès humain, en rappelant que, bizarrement, finalement, l'IDH est un peu stable depuis 1970, et on n'a jamais été aussi nombreux sur cette planète, plus de 8 milliards, mais il y a encore pas loin d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, il y a 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès à du clean cooking, une façon de cuisiner de façon efficace et propre, donc de se nourrir de façon efficace et propre. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce que une des questions importantes pour l'innovation, c'est pas que pourquoi faire, mais c'est pour qui? Pour qui faire? Et vous avez étudié dans les différents modèles d'innovation le Jougad, cette innovation sobre. Je me demandais s'il n'y avait pas là quand même des pistes très intéressantes de s'intéresser, qui visent à quelles seraient les façons d'orienter l'innovation vers ceux qui en ont besoin. Alors c'est tout à fait dans le livre, hein, je parle de l'innovation Jougad, l'innovation frugale, hein, qu'on appelle frugale. C'est effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire les enjeux pour les pays émergents ne sont pas du tout les mêmes que pour les pays développés. Simplement, si les pays émergents se développent de la même façon que les pays développés, en utilisant des technologies high-tech, c'est sûr que la planète aura disparu dans quelques décennies. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu à emprunter une voie très différente. Alors, dans ces pays, alors si on parlait du cas de l'Afrique, effectivement, la sobriété, c'est au cœur des pratiques. C'est-à-dire qu'ils font de la circularité, ils économisent les ressources, ils réparent, ils recyclent, parce que la main-d'œuvre n'est pas chère, et ils ne peuvent pas se payer des produits neufs. Donc il y a des modèles de développement qui peuvent être imaginés selon des modalités tout à fait différentes, avec les ressources dont on dispose, et en mettant à disposition donc des produits ou des infrastructures qui sont compatibles avec les revenus de ces populations. Donc vous avez tout à fait raison. Alors on a une autre question juste derrière. Bonjour. Pendant les 2 présentations précédentes, on a beaucoup parlé de réparation et réparabilité. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a les écoles et les formations suffisantes pour former les personnes à devenir réparateurs? Alors c'est une très bonne question. La réponse est clairement non. D'ailleurs, c'est un des problèmes de ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on nous dit ça va créer des millions d'emplois. Sauf qu'il faut aller visiter en fait les sites de traitement. C'est des métiers difficiles. Donc on sait très bien qu'actuellement il y a une crise des vocations dans beaucoup de métiers. Donc il faut réhabiliter ces métiers, de la maintenance, de la réparation, etc. Et effectivement, il faut mettre en place des formations qui n'existent pas. Donc il y a une pénurie aujourd'hui très très forte de personnel qualifié. Et je pense que chez Decathlon, si vous passez à l'échelle, c'est un des problèmes auxquels vous serez confrontés.
C'est comment recruter et attirer et fidéliser des personnes qui veulent travailler dans la logistique inverse, la maintenance, la réparation, le reconditionnement. Merci. Y a-t-il une dernière question? Non, pas de dernière question. Merci encore, Franck, pour cette présentation.